plaisir de vous recevoir chez nous, mesdames, messieurs. Vous écoutez la radio Futur Média et vous faites bien. Il est 22h, voici le journal. Les titres de cette édition: mort par intoxication alimentaire probable, c'est le résultat du rapport d'autopsie après la mort suspecte des frères âgés de 1 et 5 ans d'une famille guinéenne. Ils ont été inhumés cet après-midi. Libération de Guy Marius Sagna, le Front de résistance nationale a commis un avocat qui a introduit ce mercredi une demande de liberté provisoire. Le parquet ne devrait y opposer aucun refus selon le FRN. Pabès Diba nous donnera les détails dans ce 22h. Barandiaï, recadré par les partisans d'Emensa Touré, si le maire de Mewan est membre de l'APR, accuse la présidente du Conseil économique, social et environnemental de comploter contre le chef de l'État. C'est qu'il cherche à saper la confiance que le leader de l'APR place en Emensa Touré. Il demande au président de la République de sonner la fin de la récréation. Dernier match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a battu à domicile par Manchester City 2-1. Lyon bat à domicile Juventus de Cristiano Ronaldo 1-0. Abdou nous en dira plus dans la page des sports. Il y aura le tour du web, Yonutol, bonne santé. Et puis Adi Mergan Kanouti est l'invité de RFM Soir. La vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012 s'entretient avec Amadou Sabarba sur les divergences au sein du parti APR. La question du troisième mandat et la suspension du coordonnateur Macky 2012, Maître Moussa Diop, entre autres sujets. Entretien en fin de journal technique Amadou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, mort suspecte de deux frères âgés de 1 et 5 ans d'une famille guinéenne établie à Thiaroye Telle Diallo, c'est en banlieue de Dakar. Le rapport d'autopsie fait état d'une mort par intoxication alimentaire probable. Ils ont été inhumés cet après-midi au cimetière de Thiaroye en présence de Ndongoka. C'est vers 18h que Mamadou Wouri Diallo et Ibrahima Diallo, respectivement âgés de 5 et 1 an, sont inhumés au cimetière de Thiaroye. Les deux frères sont morts d'une congestion pulmonaire bilatérale d'après le rapport de l'autopsie, lequel fait état d'une mort par intoxication alimentaire probable. Cependant, la cause de la congestion pulmonaire bilatérale n'est pas établie. La famille Diallo est victime d'une toxi-infection alimentaire collective après avoir mangé de la soupe samedi dernier à l'heure du dîner. C'est le lendemain que le père de famille a constaté que ses 3 enfants avec qui il était autour du bol souffraient d'une diarrhée sévère. Évacués à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, Mamadou Wouri Diallo et Ibrahima Diallo sont décédés sur place le lundi. Le même jour, la police de Thiaroye a débarqué à la mosquée Diallo Onda pour interrompre la prière mortuaire des deux frères pour ouvrir une enquête sur leur mort suspecte. Le père de Mamadou Wouri Diallo et Ibrahima Diallo est blanchisseur de métier. Il tient une boutique de pressing dans sa maison. Certains ont même indexé les détergents et autres produits toxiques qu'il utilise dans ses activités. Non à Thiaroye, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La libération de Guy Marius Sagna, le front de résistance de l'opposition, en fait son combat. L'avocat commis à cet effet a introduit ce mercredi une demande de liberté provisoire. Une telle initiative qui, selon ses membres, ne devrait rencontrer aucun refus du parquet. Pabès Diba pour les détails. L'opposition se fait l'avocat de Guy Marius Sagna au sens propre et figuré du terme. Les opposants, regroupés dans le Front de résistance nationale, ne veulent ni plus ni moins que la libération de l'activiste. Ils ont à cet effet introduit ce mercredi une demande de liberté provisoire via l'avocat Maître Amadou Sall. Une demande de ce genre, ce n'est pas la première fois, car l'autre avocat de Guy, en l'occurrence Maître Moussa Sarr, l'avait fait à plusieurs reprises. Mais toutes ces demandes se sont heurtées au refus du parquet, sauf que pour cette fois-ci, les choses ont semblé évoluer positivement, nous dit un membre du FRN. Ce dernier s'est voulu d'ailleurs beaucoup plus clair. Cette demande de liberté provisoire à l'initiative de Maître Amadou Sall ne devrait rencontrer aucune opposition. Dans tous les cas, la conférence des leaders a engagé toutes les composantes du FRN à ne ménager aucun effort pour obtenir la libération de Guy Marius Sagna. L'opposition estime d'ailleurs, dans le cadre du dialogue national, que le moment est venu pour le président de la République de promouvoir la décrispation politique. La libération de l'activiste membre de Frappe France Dégage reste une préoccupation pour l'opposition.
Et le président de Bokk Gis Gis qui se joint au mouvement citoyen Noo Lank, Pape Diop, qui soutient le combat que mène ce mouvement et qu'il trouve légitime, considère que la situation économique du pays a imposé aux citoyens sénégalais un certain nombre de comportements. Le président de Bokk Gis Gis recevait le mouvement citoyen Noo Lank, compte rendu à Jamari Thiam. Selon l'ancien maire de Dakar, la situation économique du pays a obligé nos institutions à imposer au Sénégal un certain nombre de comportements. Par exemple, l'augmentation du prix de l'électricité et des denrées de première nécessité. Nous avons discuté de la problématique de l'augmentation du prix de l'électricité qui impacte tous les Sénégalais et la vie économique en général. Mais n'oublions pas que c'était une promesse faite par le président Macky Sall aux institutions de Bretton Woods avant les élections. Nous allons même, les jours à venir, constater encore d'autres augmentations dans d'autres produits. La détention de l'activiste Guy Marius Sagna ne se comprend pas, soutient le président du mouvement Bokk Gis Gis, qui ajoute que son arrestation est arbitraire. Il exige sa libération sans condition. On dirait qu'aujourd'hui, Macky Sall et son régime ont un problème personnel avec Guy Marius Sagna. Si on voit que tous ceux qui avaient été arrêtés avec lui sont libérés, pourquoi aujourd'hui Guy Marius Sagna seul reste en prison? C'est une équation. Après avoir rejoint le collectif Noo Lank, l'ancien maire de Dakar et président de Bokk Gis Gis appelle l'État à se ressaisir et à savoir raison garder. Selon Pape Diop, il est inconcevable d'accorder au régime en place plus de 2 mandats. Le Sénégal ne restera pas insensible. Justement, Jamari Thiam, après Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est Mbaye Ndiaye qui rajoute une couche au débat sur le mandat. Selon le ministre d'État, le président de la République est à son premier mandat de l'actuelle constitution. Il est l'invité de Faram Fathieu de Pape Ndiaye sur la télévision Futur Média. Il est 7 minutes passées de 22h. RFM, partout, tout le temps. Direction Kaolack, la colère des partisans de Mimi Touré. Ils ont tenu à recadrer Bara Ndiaye, responsable politique à l'APR, accusant la présidente du Conseil économique, social et environnemental de comploter contre le chef de l'État. Le maire de Mewa ne vise qu'à saper la confiance que le leader de l'APR a à l'égard d'Aminata Touré, indiquent les partisans de celle-ci. Ils demandent au président de la République de réagir pour mettre un terme aux agissements qui n'honorent ni le parti ni la coalition Ibrahim Diamé. Les partisans de Mme Aminata Touré ont été pris de court par les déclarations et les allusions de Bara Ndiaye. Abdoulaye Diop, conseiller spécial de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, botte en touche ces accusations et met en garde le coordinateur de la Maison de la Presse. Il faut noter que M. Bara Ndiaye est irrespectueux et il viole les consignes du président en tant que directeur nommé. Quelles consignes consistent à orienter tous les responsables à renforcer l'unité du parti à 1 an des élections municipales. En réalité, Bara est trop petit pour interpeller Mme la Présidente Aminata Touré, dont les Sénégalais connaissent la loyauté et l'engagement auprès du président Macky Sall pendant des années. Il est temps d'arrêter ce genre de dérive. Selon Abdoulaye Diop et compagnie, Bara et ceux qui sont derrière lui ne visent qu'à saper et à détruire la confiance que le président Macky Sall a placée en Mimi Touré. Parce que dans notre parti, comme ça il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que donc si le président prête une oreille attentive à telle personne, lui il est lésé, etc. De facto, donc ils se disent donc on doit combattre telle personne, c'est notre cible principale parce qu'il pourra bénéficier de la confiance du président pour être candidat en 2024. Donc il tire sur tous les responsables vraiment détenteurs de la confiance du président Macky Sall. Et ça, c'est pas bon. Dans la foulée, ces jeunes demandent au président Macky Sall de sortir du silence et de réagir pour mettre un terme à ces déclarations sans fondement et qui, selon eux, peuvent à la longue déstabiliser le parti, voire la coalition. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahim Diamé, que se passe-t-il à l'APR? On est bien tenté de se poser la question puisque les femmes du mouvement Macky 2012 ont décidé de leur côté de suspendre Maître Moussa Diop de son poste de coordonnateur du mouvement. Elles estiment que le concerné les utilise pour préparer ses ambitions politiques en vue de la présidentielle de 2024. Koumba Guissé, chargé de la communication des femmes du mouvement Macky 2012 au micro d'Amadou Sabarba. Nous, femmes Macky 2012, informons l'opinion nationale et internationale que Maître Moussa Diop n'est plus coordinateur de la coalition Macky 2012. Il a été suspendu
de sa fonction en tant que coordinateur. Et toutes les décisions qu'il aura à prendre dans le futur ne peuvent engager les femmes de la coalition Macky 2012. Maître Moussa Diop n'a plus aucune légitimité pour prendre des décisions pour le compte de la coalition Macky 2012. La suspension de l'ex-coordinateur est née dans sa volonté délibérée et rampante de dissoudre la coalition dans son propre parti politique. Une option dissimulée qui permettrait à terme à Maître Moussa Diop de se préparer à la présidentielle de 2024. Les femmes du mouvement Macky 2012 étaient en conférence de presse mercredi à leur siège à la Médina et nos tentatives d'entrer en contact avec Maître Moussa Diop sont restées vaines. RFM, la radio de toute l'actualité. Plusieurs difficultés qui freinent le bon fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO mises sur la table. Le principal problème a trait au non-respect des décisions de la Cour par les pays signataires. Pour l'organe, une prise de conscience s'impose et des sanctions doivent être prévues. La Cour de justice de la CEDEAO est en campagne de sensibilisation au Sénégal. Compte rendu Nafissatou Silla. Nombreux sont les pays de la CEDEAO qui rejettent les décisions de la Cour de justice de l'organisation. Le constat est là. Après saisine de l'institution, le refus d'appliquer les arrêtés devient parfois systématique dans plusieurs affaires, mais il y aurait une explication à tout cela selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Maître Pape Leyti Ndiaye. Ça, c'est un fait, je pense, non contestable. Il y a une évidence qui consiste à dire que quelquefois, les décisions ne sont pas appliquées parce que ça ne correspond pas aux desiderata de ceux qui nous dirigent. Mon espoir qu'au sortir de travaux et d'échanges comme ceux auxquels nous nous livrons, nous puissions en quelque sorte obtenir des gouvernements, et en particulier du gouvernement sénégalais, que toutes les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO et dont le caractère exécutoire figure dans l'acte fondateur puissent effectivement recevoir exécution sans aucun atermoiement. L'idéal, c'est de respecter toute décision du tribunal de la CEDEAO et qu'une prise de conscience s'impose de la part des pays signataires. Un défi pour l'honorable juge Guéberebe Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. L'État est insaisissable parce qu'on ne veut pas faire une exécution forcée contre un État. Alors il est prévu des sanctions d'ordre politique pour amener les États à exécuter, mais la mise en œuvre de ces sanctions relève plutôt du président de la Commission et qui doit saisir le Conseil des ministres, la conférence des chefs d'État et tout cela. À ce rythme, force est de croire que le refus d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO risque d'anéantir l'essence même de l'institution. Et il est possible de saisir la Cour de justice de la CEDEAO directement sans même avoir épuisé les voies de recours internes. Et cela même sur les questions relatives aux droits de l'homme. Au Sénégal, c'est le cas. Nombreux sont ceux-là qui saisissent la Cour de justice de la CEDEAO. Mais pour le bâtonnier, cela ne veut pas dire systématiquement que la justice sénégalaise n'a pas les capacités de résoudre toutes les questions de justice. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Pape Leyti Ndiaye, avec Nafissatou Silla. La différence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, il est admis que la Cour de la CEDEAO, sur des questions relatives aux droits de l'homme, peut être saisie par une personne qui n'a pas épuisé ses voies de recours sur le plan interne, même peut-être qui ne les a pas entamées sur le plan interne. Alors, maintenant, les raisons pour lesquelles ces justiciables-là vont s'adresser à la CEDEAO, c'est presque évident que si vous aviez toute la sécurité juridique pour toutes les réponses appropriées, les réponses attendues, n'est-ce pas, des juridictions locales, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller devant ces juridictions-là. C'est pas forcément de la suspicion sur notre système judiciaire, c'est simplement parce que de la même façon que, on va dire, quelqu'un qui n'a pas obtenu satisfaction devant des juridictions par rapport à une question juridique qu'il pose, par rapport à une atteinte à ses droits, se dit, est-ce qu'il me reste encore des recours? Est-ce qu'à côté des recours que j'ai à ma portée ici, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et si la réponse est oui, au regard du texte de la CEDEAO, écoute, il s'adresse à la Cour de justice de la CEDEAO. Le Sénégal bascule vers le tout numérique à partir du 2 mars prochain. La commune de Mbacké abrite la cérémonie qui marque ce passage au comité régional de développement. C'est tenu à Mbacké cet après-midi, Mariama Diop.
Le passage de l'analogie au numérique bientôt effectif sur l'ensemble du territoire national. Excaf Telecom, en charge de la gestion de la télévision numérique terrestre, rassure quant à la résolution des problèmes techniques notés au début du projet. Maïdjouf, directrice commerciale, Excaf Telecom. Quand on parle de la télévision numérique terrestre, on parle d'1 500 000 foyers à travers le Sénégal. Donc vous imaginez bien que distribuer au moins 1 500 000 décodeurs, il nous faut avoir des partenaires stratégiques qui n'étaient pas forcément dans certaines zones. Et puisque le basculement jusque-là n'était pas effectif et donc le Sénégalais avait la possibilité d'acheter ou pas le décodeur, dans certaines zones, on reconnaît que notre présence n'a pas été forte. Mais avec le basculement, nous, Excaf, en tous les cas, nous garantissons pour la région de Diourbel que le décodeur sera accessible et il sera disponible en quantité suffisante dans toute la région. Et donc, ce qui exclut toute forme de spéculation. Le numérique offre beaucoup d'opportunités selon Ousseynou Dian, directeur de la communication. On a la possibilité d'avoir plusieurs chaînes de télévision. D'abord, les 17 chaînes de télévision qui sont actuellement accessibles au niveau de Dakar vont l'être à travers le pays. Au-delà, nous envisageons à terme de promouvoir des chaînes régionales parce qu'il y a des spécificités locales. Le choix de la région de Diourbel n'est pas fortuit selon le gouverneur de la région Gorgui Mbaye qui a présidé la rencontre. C'est la position de Maké qui a fait qu'un centre émetteur d'une grande dimension, n'est-ce pas, sur le plan de la position, sur le plan de son efficacité, de son rayonnement, soit placé à Mbaké. Donc c'est donc très symbolique le choix de Mbaké et c'est un choix bien mérité. La cérémonie de lancement officiel du basculement de l'analogique vers le numérique est prévue le 2 mars prochain à Mbaké. Mariama Diop, RFM. Et nous recevons Abdou Diop Junior, bonsoir. Bonsoir El Hadji Saïdou Nourouba. Football pour démarrer, Ligue européenne des champions. Le Real Madrid perd non seulement son match, mais son capitaine. Manchester City est allé battre les Merengues 2-1, des buts marqués par Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne pour les Anglais. Isco avait pourtant réduit le score et redonné un peu d'espoir aux Espagnols à la 60e minute. Mais cela n'a pas suffi. Pire encore, le Real Madrid a perdu son capitaine Sergio Ramos qui a écopé d'un carton rouge qui le prive d'une alléchante manche retour à l'Etihad Stadium. Nous avons demandé à notre consultant Tassirou Diallo si ce Real Madrid de Zinedine Zidane a les moyens d'aller renverser Manchester City. Voici la réponse du technicien recueillie par Makoura Diagne. C'était prévisible parce que pour voir cette équipe de Manchester City, c'est une équipe qui marque des buts. Chaque fois, l'équipe a la tendance de mettre 2 à 3 buts. Donc avec une équipe du Real malade, moi je disais que aujourd'hui, s'il n'y a pas match nul, ce sera une défaite pour le Real. Et ça c'est préconisé. On a vu une bonne équipe de Guardiola qui a mis beaucoup de puissance et beaucoup de rythme dans le jeu pour pouvoir s'en sortir. En football, tout est Manchester City, c'est une équipe à valeur de 2 buts par match. Donc ça s'est répété aujourd'hui et aussi dans le championnat anglais, il est en train de nous montrer ça. J'espère que la situation sera très difficile pour le Real. Très compliqué déjà pour le Real, un peu moins peut-être pour Juventus de Turin, même si l'Olympique lyonnais a de son côté créé la surprise en battant les Italiens au Groupama Stadium, score final 1-0, but marqué par Lucas Toussaint. Ligue Europa, elle joue donc ses 16e de finale, retour demain jeudi. Parmi les matchs phares, nous aurons FC Porto Bayer Leverkusen à 17h55 à la même heure. L'AS Rome se déplace à la Gantoise, Espagnol Barcelone Wolverhampton, c'est également à la même heure à 17h55. Manchester United reçoit le club Bruges, ce sera à 20h tout comme la rencontre Arsenal Olympiakos, Ajax Getafe ou encore Inter de Milan, Ludo Goretz. Oui. Transfert Mbaïnian pourrait rejoindre Marseille l'été prochain. Le directeur sportif de Marseille, Andoni Zubizarreta, a désigné l'attaquant sénégalais de Rennes comme cible prioritaire pour l'été prochain. Il y a tout de même une condition, El Hadji Saïdou Nourouba. Tout dépendra de l'enveloppe consacrée au mercato. Et nous parlons basketball. Chersar passe un nouveau cap. Mauvaise performance des Sénégalais au TQO
ou même le basket, Chersar qui passe donc au nouveau cap. L'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal est devenu instructeur des instructeurs de la FIBA. Pour lui, l'Afrique peut bénéficier de son nouveau statut, le Sénégal en premier. Tout dépend de la fédération. Chersar l'a dit à Sodatiam. Et le WABC, le World Association of Basketball Coach, qui avait convié 12 entraîneurs dans le monde pour participer à ce stage pour former des instructeurs pour les instructeurs. Parce qu'on est déjà instructeur FIBA. Alors à l'issue de ce stage, il m'a envoyé un email pour me dire que je suis compétent en fait, donc pour former d'autres instructeurs. Donc ça s'est fait à Dubaï du 1er au 7. Comment la fédération pourrait-elle bénéficier de votre nouveau statut? Oui, je pense que c'est déjà toute l'Afrique qui peut en profiter parce que au niveau des instructeurs, on a beaucoup d'instructeurs, mais ces instructeurs-là, il y en a qui sont des instructeurs au niveau local, d'autres au niveau Afrique, d'autres pour le monde entier. Et FIBA peut envoyer n'importe qui, n'importe où pour former des instructeurs. Donc le Sénégal peut en bénéficier, ça dépend de la fédération, pour organiser des stages, participer à ça, organiser des stages aussi de coach level 3, level 2, level 1. Je suis un instructeur. Si le Sénégal a besoin de moi, il n'y a pas de souci, je peux aider. Mais aussi au niveau africain, qui peut m'envoyer n'importe où pour former d'autres instructeurs en Afrique. Vous êtes le directeur technique de l'UGB. Est-ce que cela ne va pas poser de problème avec ce statut? J'accompagne pour le moment parce que je sais qu'avec mon travail à l'université, c'est très difficile. Avec ma charge d'enseignant-chercheur en plus de chef de section, c'est très compliqué de coacher. Donc, mais j'accompagne pour le moment. Mais avec FIBA, j'ai beaucoup de stages à faire en Afrique aussi. Donc, c'est très difficile de coacher au niveau du Sénégal. Une mauvaise performance des Sénégalais au TQO de boxe. Le président de la fédération se défend. Il n'y a pas eu de mauvais casting. Tous les boxeurs engagés dans ce tournoi sont des Sénégalais à part entière. Thierno Seydouba répond ainsi à ceux qui pensent qu'on aurait laissé en rade des boxeurs locaux. Le problème de la discipline se trouve ailleurs, a dit le président. Le Sénégal a fait des progrès, mais il est bien à sa place en Afrique. Thierno Seydouba que je vous propose d'écouter. Les boxeurs qui sont venus ont de la qualité. Et c'est dommage que la pression ait été trop forte, surtout lors du premier round, où Pape Mamadou Ndiaye, venu des États-Unis, et Matar Sambou, venu d'Angleterre, ont perdu le premier round assez largement. Le deuxième round et le troisième round étaient très bons. Et à un moment donné, on a même cru qu'ils avaient pu gagner leur combat. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres facteurs qui sont venus s'y greffer. Je ne m'étendrai vraiment pas là-dessus, mais on aurait pu faire une meilleure campagne. Certains pensent que vous auriez dû privilégier ou faire plus confiance aux boxeurs locaux. Non, ça ne tient pas la route. Parce que pour nous, ceux qui sont venus de l'étranger sont des Sénégalais à part entière. Nous avions de toute façon prévu de faire une compétition qui aurait réuni les boxeurs locaux et les boxeurs venus de la diaspora. Il y aurait une compétition pour les places, mais il s'est passé que le ministère ne voulait pas tellement dépenser de l'argent pour les boxeurs locaux. Mais nous ne nous plaignons pas trop parce que je l'avais dit bien avant le TKO qu'il ne fallait pas se leurrer que le Sénégal accusait un gap assez considérable par rapport à certains pays d'Afrique tels que les pays du Maghreb, le Ghana, le Cameroun et bien d'autres pays. C'est la fin de cette page de sport. LAG Seydou Roba qui met un terme à cette page de sport. C'est bien cela. Merci à vous, Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Et c'est l'affaire de Ndate Diop. Sénéweb pour démarrer avec cette plainte d'Aliou Sall contre Ahmed Aïdara. Se sentant offensé et diffamé par le journaliste, le maire de Guédiawaye a servi une citation directe au leader du mouvement Guédiawaye La Bokk. Limitation du mandat présidentiel, statut pour la ville de Dakar, le leader de Bokk Gis Gis traite Mohamed Boun Abdallah Dionne de gaffeur à la une de IGFM. Pape Diop soutient au détour d'une rencontre avec le collectif Nyon Langue que l'ancien premier ministre a tout faux quand il dit qu'il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel dans la majorité des pays du monde. Dans plus de 120 pays à travers le monde, cette limitation est effective, rectifie le responsable politique qui considère par ailleurs de farfelu la proposition relative à donner à la ville de Dakar un statut spécial.
Dakar Actu, Pape Diop enchaîne et déclare que nous sommes face à un régime qui cherche à conserver le pouvoir à tout prix en nous prenant pour les demeurés. Pendant ce temps, signale Seneweb, Dr Babacar Diop était lui chez le cardinal Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'archevêque de Dakar, renseigne le site, serait préoccupé par la situation de Guy Marius Sagna. Il juge incompréhensible le fait que l'activiste soit toujours en détention au moment où ses co-détenus sont libres. Un tel état de fait peut jeter la confusion dans la tête de certains citoyens, alerte le chef de l'Église. Parlons de cette révélation de Bet7.com tirée du vice-président de l'ONG Jamra. Les associations LGBT du Sénégal ont reçu 185 millions de francs CFA du Premier ministre canadien Justin Trudeau, annonce Mamatar Gueye. Un financement acquis grâce à de fausses déclarations d'objets sociaux. C'est pourquoi, renseigne le site, Jamra demande l'annulation des 16 récépissés délivrés aux associations d'homosexuels et de lesbiennes. Pêcheurs disparus au large de Soumbédioune, IGFM annonce que 2 corps ont été retrouvés. Vidéos et photos de victimes en illustration, l'RL.net précise qu'il s'agit de 3 pêcheurs portés disparus. Restons avec ce site qui révèle que des Nigérians ont piraté des guêpes de la BHS et ont volé plusieurs millions de francs CFA. Sur l'international, coronavirus, RFI.fr annonce le premier cas de décès enregistré en France et la propagation du virus dans ce pays avec de nouveaux cas. Algérie, rapporte toujours le site français, le procureur a requis 2 ans ferme de prison contre Khaled Tebboune, fils du président. Il est poursuivi pour une affaire immobilière. Elhadj Ndaté Diop, Omar Ndione et Yonutol Dep sont déplacés à Paris. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes à la 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Le Sénégal est bien représenté avec 28 exposants et 16 institutions. Pour le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, les opportunités d'affaires sont réelles. Serine Boukou. Nous avons innové en amenant des visiteurs professionnels, des investisseurs, que l'objectif c'est d'abord d'exporter nos produits vers les pays européens et les pays qui en ont besoin. Et l'année passée, nous avons encadré un certain nombre d'exportateurs et parmi eux, ils ont réalisé des exportations allant de 3 à 4 conteneurs. Et donc, c'est quelque chose qui est très positif et concret. Et actuellement, nous sommes en train de les encadrer et qu'ils sentent que les agriculteurs sont les personnes les plus importantes pour le développement de l'économie européenne. Parce que, et pour cela même que les chambres de commerce ont été créées, beaucoup de gens parlent des chambres de commerce. Comprenez que le mot commerce dans les chambres, c'est de pousser, c'est de commercialiser les produits agricoles et l'industriel. Ce n'est pas de commercialiser des produits importés, c'est des produits locaux. Et donc je pense que nous ne pouvons pas développer notre économie sans ramener l'agriculteur à un niveau de développement, à un niveau d'émergence, comme ce que dit le président de la République. Et sur ça, là, nous sommes très fiers avec le ministre de l'Agriculture qui nous a encadrés. Le Salon de l'agriculture de Paris, un moment de partage de connaissances et d'expériences. L'Institut sénégalais de recherche agricole collabore avec des partenaires français. Dr Elhadji Traoré, directeur scientifique de l'ISRA. Nous venons tout juste, il y a 2 semaines, de faire homologuer 8 variétés de blé, 4 de blé dur pour la production de pâtes alimentaires ou autres et 4 également de blé tendre pour la panification. Je pense que si cette culture est adaptée au Sénégal, cela permettra de réduire sensiblement la facture financière qui s'occupe de l'importation du blé, qui est une céréale très très consommée au Sénégal. Nous avons fait de même avec l'arachide, en mettant au point une dizaine de variétés, en tenant compte du taux d'huile pour les huileries, mais également pour l'arachide de bouche, et surtout de tenir compte des différentes zones agroécologiques. Aujourd'hui, on peut cultiver l'arachide dans l'hydroïde de 400-500 ml d'eau par an, c'est-à-dire avec 2 mois et demi de pluie. On a des variétés qui peuvent boucler leur cycle. Ensuite, au centre, nous avons des variétés qui bouclent leur cycle avec 3 mois de pluie. Et au sud, nous avons mis au point des variétés d'arachide qui bouclent leur cycle en 4 mois, qui permettent dans cette zone de faire de l'arachide dans de très bonnes conditions. On a fait la même chose avec le riz. Et je crois que c'est important, la mise en place ou le développement de variétés en zone pluviale. Le salon, c'est l'agriculture et aussi l'élevage.
beaucoup de produits bien de chez nous à montrer à la diaspora sénégalaise et aux visiteurs. Samba Ndiobenka, ministre de l'élevage et des productions animales. J'ai noté quand même des avancées, surtout pour ce qui est de la transformation en beurre de vache et aussi surtout un emballage approprié qui pourra quand même mettre en exergue un tout petit peu nos produits. Aujourd'hui, c'est surtout les accompagner en formation, mais aussi les accompagner dans l'accès au financement. Et par rapport à ça, vous savez que le président de la République a déjà mis en place des instruments intéressants, tels que le fonds STAP, qui finance tout ce qui est stabilisation, mais tout ce qui est aviculture, entre autres. Cette année, contrairement aux années passées où on avait une dotation qui tourne autour de 250 millions, cette année, il a mis une dotation de 3 milliards. Donc, c'est quand même un effort intéressant. C'est presque 12 fois le montant qu'il a alloué cette année au fonds STAP. L'agriculture qui cultive l'émergence, c'est la cadence imprimée par le gouvernement. Professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Dans le plan Sénégal émergent, un des axes importants, c'est la transformation structurelle de notre économie. De mon point de vue, comme le Sénégal est à majorité rurale, pour transformer structurellement notre économie, il faut une transformation rurale. Cette transformation rurale, elle dépend de plusieurs paramètres et le président Macky Sall a mis les leviers pour ça. Quand je parle du PIDC, ça veut dire quoi? Désenclaver les zones de production, apporter l'électricité dans le monde rural, apporter l'eau courante dans le monde rural. Parce que je répète que lorsqu'un producteur s'enrichit en général dans le monde rural, son réflexe c'est d'aller acheter une maison en ville. Lorsqu'un producteur ne s'en sort pas dans le monde rural, son réflexe c'est d'aller gonfler les bidonvilles de la ville. Donc, cette transformation rurale, elle s'accompagne de quoi? Eh bien, d'une agriculture qui se modernise. Le président Macky Sall a mis comme jamais de matériel agricole lourd, plus de 1500 tracteurs, environ 100 moissonneuses-batteuses au niveau des zones de production du Sénégal, notamment la vallée du fleuve Sénégal et le sud. Donc tout ceci a permis ces progrès-là. Maintenant, il y a un domaine où nous devons aussi avancer, c'est que notre jeunesse soit mobilisée au niveau de l'agriculture. Pour cela, il faut que le monde rural soit attractif. Pour cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, plus de 600 000 visiteurs sont attendus. C'était tout pour ce numéro de Yono Tol. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous offre Bonne Santé. am na ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci noyyi yaram bu tàng sëqët apat ñi mu gën a sonal nag mooy tuut tànk yi mag ñi dëkkaale ak jafe-jafe noyyi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxe ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneen i leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. Bonne santé animale dañ ci ànd ak Abdoulaye Cissé. C'est le propre de toutes les cités urbaines très ruralisées. Fatick, la commune n'échappe pas au phénomène des chiens errants. Madame Daté Diaw, chef de service départemental de l'élevage de Fatick. Fatick est en plein cette semaine dans un programme d'inventaire et d'abattage des chiens errants. L'une des zoonoses les plus fréquentes est la rage. L'abattage est le seul moyen de limiter les risques de transmission de l'animal à l'homme. Nous déroulons un programme d'abattage de chiens errants, diminuer le maximum des chiens errants au niveau de la commune de Fatick. C'est un problème de santé publique parce que la rage, c'est une maladie très très grave qui est une zoonose. Elle est fréquente dans le département de Fatick. Récemment, au mois de novembre, il y avait une déclaration au niveau de la commune de Diop. L'année dernière aussi, on a eu un cas de rage au niveau de l'arrondissement de Diop. On compte abattre le maximum possible. Pour le reste du cheptel, en revanche, RAS, rien de particulier à signaler. Dans la cour de Madame le chef du service départemental de l'élevage, il y a des espèces qui ne supportent pas qu'on parle dans leur dos. Ici, c'est Ndoumbelane. Le cheptel se porte bien. Il n'y a pas de maladie à déclaration obligatoire. Par exemple, il y a les bovins ici, il y a les équins, il y a les asins, il y a les petits ruminants, il y a les porcins, il y a la volaille. Tout ce cheptel-là se porte bien
Dakar, nous faisons des suivis sanitaires hebdomadaires. En dépit des moyens humains limités, le district sanitaire est bien organisé et la chaîne de transmission est bien huilée. Au niveau du département, nous avons 5 chefs de poste vétérinaires qui font des suivis sanitaires hebdomadaires et ils envoient par voie hiérarchique et nous aussi nous transmettons jusqu'au niveau central. La région de Fatick a ses difficultés structurelles liées d'abord à l'agenda de la saison. S'y ajoutent hélas, comme c'est souvent le cas ailleurs, les problèmes de disponibilité du vaccin, ce que déplore la chef du service départemental de l'élevage. Nous avons débuté la campagne depuis le 13 janvier parce que ici au niveau du département de Fatick, au mois de décembre, tous les champs ne sont pas libérés. C'est pourquoi d'habitude nous commençons la vaccination spécialement pour les bovins au mois de janvier chaque année. Nous ne pouvons pas débuter la vaccination au mois de décembre. Pour l'année dernière, nous n'avons pas reçu de vaccin pour la maladie de Newcastle, bien que ça fait partie des maladies ciblées et qu'on doit vacciner pour cette campagne. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de vaccin. Mais il y a des bonnes volontés et des projets qui nous appuient, qui forment des relais et on parvient à vacciner avec l'appui de ces projets-là. Fatick, bon élève, mais peut mieux faire. Mais déjà, être dans la moyenne générale, c'est déjà très bien. Bonne santé animale, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bonne santé vous a été offerte par le ministère de la Santé. RFM, la chronique du jour. C'est l'affaire de Mbaye Sidi Mbaye. Les conflits sociaux ont quelquefois ceci de dérangeant et de pathétique qu'ils peuvent opposer des hommes et des femmes qui ont ensemble bâti l'instrument de lutte et de défense pour les travailleurs, le syndicat. La conséquence objective, l'unité de lutte pour les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. On se bat ensemble, on gagne et l'on perd ensemble, comme tous les camarades. Il en est ainsi également dans le corps des journalistes, pourtant traversés et influencés par une multitude de courants d'intérêts immédiats ou stratégiques. Généralement, la presse survit à toutes ces turpitudes et même en sort renforcée. Ma réflexion de ce mercredi, évidemment, interpelle ma propre fratrie professionnelle, illustrée par les incidents à répétition à l'agence de presse sénégalaise. Une vieille maison, pourtant. Elle a été créée le 2 avril 1959 par le président du Conseil Mamadou Dia. Elle a donc existé avant le gouvernement du Sénégal. Ce rappel historique a pour simple objet le symbole de l'ancienneté et le respect dû à une vieille dame de l'information d'État. Sa commémoration méritait une célébration médiatique critique, évidemment, mais de qualité comme d'habitude, non d'être foulé aux pieds, avec des flots d'accusations, d'insultes et même de violences physiques des uns sur les autres. Cela n'est ni éthique, ni déontologique, ni simplement confraternel. Chers confrères de l'APS, reprenez-vous. Vous nous avez fait vider la tasse jusqu'à la lie. RFM, l'invité. Adjambergan Kanouté est l'invité d'RFM Soir, la vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012, s'entretient avec Amadou Sabarba. Merci beaucoup, invité RFM Soir, honorable Adji Mbergane Kanouté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012. Votre coalition Macky 2012 est au devant de la scène. Vous avez pris cette décision de suspendre votre coordonnateur, Maître Moussa Diop. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui a suscité cette décision? Oui, je vous remercie. Ce qui se passe présentement dans la coalition Macky 2012 est, à mon avis, très simple. Nous avons eu un coordonnateur et la conférence des leaders, donc de façon unanime, a décidé de sa suspension. Donc il a été suspendu de sa fonction de coordonnateur suite à certaines dérives
constaté, notamment la production d'un communiqué de presse, nous invitant à vraiment nous engager dans une lutte qui n'est pas nôtre, dans un combat qui n'est pas nôtre. Parce que nous, comme vous le savez, leader de Macky 2012, nous ne portons qu'un seul combat, qui est le combat du président Macky Sall. Également, il nous a été demandé de procéder à l'évaluation publique devant la presse nationale et internationale, notre compagnonnage avec le président Macky Sall. Et là également, nous avons dit non. Et donc, à la suite de tous ces ajustements contraires aux fondamentaux de la coalition, la conférence des leaders a décidé donc, de suspendre le coordonnateur Maître Moussa Diop. Donc aujourd'hui, il ne peut prendre aucune décision qui peut engager la coalition Macky 2012. Et vous l'avez vu, les jeunes ont fait une sortie. Et aujourd'hui, les femmes, vous avez entendu l'honorable député Mousli Diakhaté et toutes les centenaires de la République, toutes ces présidentes de femmes de Macky 2012 qui ont été avec le président de la République depuis 2011 dire qu'elles ne reconnaissent plus Maître Moussa Diop comme le coordinateur de la coalition Macky 2012 et elles saluent d'ailleurs la suspension parce que vous avez entendu les femmes tout à l'heure, elles ont dit le pourquoi, elles sont vraiment satisfaites de la décision des leaders parce que vous étiez là, elles ont parlé de l'agenda. Oui, vous l'avez dit, Moussa Diop aurait un agenda politique pour la présidentielle de 2024. Mais les femmes sont arrivées à cette conclusion. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la façon dont il a voulu faire, instrumentaliser la coalition. Quand on veut prendre une coalition qui est la coalition du président, vouloir coopter des GIE, des associations pour en faire maintenant des leaders à la place des leaders authentiques, c'est extrêmement grave. C'est d'ailleurs le pourquoi nous avions lancé l'initiative pour la restructuration de Macky 2012. Une initiative qui consistait à revenir aux fondamentaux de la coalition. Ce n'est pas ni un courant, ni un mouvement, ni un parti politique. C'est un comité d'initiative allant dans le sens de restructurer la coalition, de ne plus accepter ces nouvelles orientations que l'ex-coordonnateur a voulu nous faire porter. Mais honorable, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas Maître Moussa Diop qui a des ambitions présidentielles au sein de la coalition ou bien au sein du parti présidentiel. Vous savez, nous au sein de la coalition Macky 2012, nous n'avons pas eu à fréquenter d'autres potentiels candidats. Mais vous suivez l'actualité quand même. Ce que les femmes ont pu constater et que les leaders ont constaté et que les jeunes ont constaté, c'est qu'il y a une volonté manifeste et manifestée de faire de la coalition Macky 2012 un instrument, de faire de la coalition Macky 2012 un réceptacle de GIE, d'associations. Dans quel but? Ça également, il est important de faire l'analyse parce que je crois que l'ex-coordonnateur n'a pas besoin du contenu de Macky 2012. Il a besoin du contenant, il a besoin du réceptacle pour vraiment faire une légitimité ou bien préparer, comme l'ont dit les femmes tout à l'heure, peut-être sa candidature pour la présidentielle de 2024. Mais vous pouvez faire la même analyse avec ce qui se passe au sein du parti présidentiel. On l'a dit ce matin même, on a entendu un jeune, en l'occurrence Barandiaï, parler quand même des leaders du parti qui ont des ambitions politiques, pour ambitions présidentielles et qu'ils se manifestent. Donc c'est pas Maître Moussa Diop tout simplement. Ce dont parle le Bara, moi je les fréquente pas, je ne connais pas donc leur motivation, je ne sais pas s'ils sont en train de poser des actes allant dans le sens de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Nous, ce qui demeure constant, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans une coalition, nous avons eu un coordonnateur qui posait des actes palpables, qui nous montre carrément qu'il a besoin du réceptacle, du contenant qui est Macky 2012. Et nous n'avons pas accepté cela. Et heureusement, quand nous sommes levés pour lancer l'initiative pour la restructuration de Macky 2012, beaucoup n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, toute l'opinion a compris, l'opinion nationale et internationale. Aujourd'hui, vous avez vu les femmes, vous avez vu toutes les femmes des partis qui composent la coalition Macky 2012. Vous avez vu les femmes du modèle. Vous avez vu les femmes qui sont avec Maodo Malick Mbaye. Vous avez vu les femmes qui sont avec Moustapha Fathié. Vous avez vu les femmes qui sont avec El Hadj Ibrahima Mbow. Vous avez vu les femmes qui sont avec Bassirou Diakhaté. Vous avez vu les femmes qui sont avec Tété Diédhiou. Vous avez vu les femmes qui sont avec Adji Mergane Kanouté. Toutes les femmes de la coalition Macky 2012 avec qui nous avons été. Moi, je suis là aujourd'hui en tant que vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012. Je suis ici également
également, j'ai été la présidente de la coordination du mouvement des femmes de Macky 2012. D'accord. Avant Moussa Diakhaté. Et je suis une femme. Je suis donc partie membre du mouvement des femmes dirigé par l'honorable député Moussa Diakhaté. D'accord, honorable député, restons dans cette même logique pour parler ce supposé troisième mandat du président Macky Sall de votre pays. Quel est votre avis par rapport à cela? Vous savez, le président lui-même l'a dit. Ni oui ni non. Et vous aussi? Moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire, je voudrais que nous puissions savoir que ce qui est important, ce n'est pas la question du troisième mandat. Ce qui est essentiel à mon avis, c'est que le président de la République puisse concrétiser réellement les engagements qu'il a eu à prendre devant le peuple sénégalais. Il a été élu sur la base d'un programme. Il a été réélu sur la base d'un programme et des engagements. Et nous attendons à ce que le président puisse réaliser cela. Parce qu'on est loin de 2024. Donc c'est pour moi une insulte même au peuple sénégalais. Comment ça? De parler d'un troisième mandat alors que le peuple sénégalais attend la concrétisation, la réalisation de ses engagements. Fort heureusement que le président est dans cette dynamique et vous l'avez vu constater comment nous on a célébré l'an 1 du Macky 2. C'est l'inauguration de la centrale du parc éolien de Taïba Ndiaye. Une centrale qui permettrait à 2 millions de Sénégalais de pouvoir bénéficier de l'électricité. Une centrale déjà à l'état projet, il y a eu des réalisations concrètes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du désenclavement avec les 34 km, dans le domaine de la formation. Donc il y a autant vraiment d'acquis que nous pourrons, donc que la population pourrait bénéficier avec cette centrale. Absolument, mais on dit prudence et mère de sûreté. Ne pensez-vous pas que les Sénégalais veulent tout simplement alerter par rapport à ce troisième mandat pour rappeler au président de la République qu'il n'a droit à 2 mandats? Mais il faut rester légaliste. Moi je suis légaliste. Je reste légaliste et je me réfère toujours à la Constitution sénégalaise. Et la Constitution dit clairement... À la Constitution sénégalaise, on n'est pas encore en 2024. Laissons le président de la République. Nous sommes dans le temps de l'action. Nous ne sommes pas dans le temps de la parlotte. Non, nous sommes concrètement dans le temps de l'action. Et le président Macky Sall... Mais les deux vont de pair quand même. Il faut parler et travailler. Oui, mais là, nous, on est plus action que théorie. Le président est dans l'action. La théorie, on l'a dépassé avec les programmes. La théorie, c'est les programmes, c'est les projets. Vous êtes sur 5-3-5 quoi. Voilà, il y a le 5-3-5. Donc le président de la République est actuellement dans le temps de l'action. Et nous devons l'accompagner pour que vraiment tous les engagements qu'il a eu à prendre à l'endroit du peuple sénégalais puissent être réalisés. Parce que vous savez ce qu'il est difficile. Il est difficile d'être réélu. Et il a réussi de fort belle manière à être réélu par le peuple sénégalais, qui est un peuple souverain. Il est parti avec d'autres, il y avait d'autres candidats. Et le peuple lui a dit oui. Vous avez assuré, monsieur le président Macky Sall, vous avez rassuré et encore nous vous faisons confiance. Alors on termine sur la mairie de Dakar, le maire de Dakar. Cette proposition, ces réformes, devrais-je dire même, nomination à la place d'une élection, ça vous inspire quoi comme idée? Moi je pense qu'il faudrait plutôt travailler dans le cadre du dialogue national à ce que, ou bien de la commission politique, à ce qu'on puisse arriver véritablement à une élection au suffrage direct. Je pense que c'est ça l'idéal. Que le maire d'une commune ou le maire de la capitale ou le maire d'une ville puisse être le choix d'une population donnée. Parce qu'on se rend compte qu'on peut porter une liste ou bien être dans une liste et que la population pense que le choix serait porté à la tête de la mairie ou du conseil départemental et qu'in fine, par des calculs, des communes, qu'on puisse arriver à avoir un maire par défaut. Parce qu'il est important qu'on en arrive au suffrage direct, mais pas à l'élection, donc à la nomination de maire. Moi je pense que c'est une proposition qui n'a pas encore été étudiée profondément pour pouvoir donner de véritables résultats. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis pour qu'on aille vers le choix d'un maire, mais avec le suffrage direct. D'accord. Merci beaucoup, je vous remercie. C'est moi. Nous étions avec honorable Adjimbergane Kanouté, la vice-coordonnatrice de la coalition Macky 2012. Merci beaucoup.